Déjà, je vous remercie d'être venu. Ça fait toujours plaisir d'avoir un public. Et puis, je remercie le Cercle Aristote de m'avoir invité. Alors, je vais vous parler effectivement de la coopération franco-espagnole, mais dans un axe, dans un objectif précis, c'est qu'est-ce que l'Espagne et la France pourraient faire ensemble, de quelle manière elles pourraient coopérer et dans quel domaine, éventuellement avec quels outils, pour s'extraire du cadre uniquement européen, pour pouvoir voir notamment vers le continent africain, vers le monde arabo-musulman et vers l'Amérique latine, voire au-delà. Je suis parti d'un constat en fait pour faire cette conférence, c'est que si vous posez des questions, vous faites un micro-trottoir et vous demandez aux gens dans la rue, à Paris, n'importe où en France, ce qu'ils pensent de l'Espagne, vous allez généralement avoir des réponses très sympathiques. C'est un pays ensoleillé, j'y ai passé mes dernières vacances ou des vacances il y a 5 ans, j'ai beaucoup aimé. J'ai été à Barcelone, j'étais sur la Costa Brava en Andalousie, voilà. Une image très sympathique. C'est un pays qui, globalement, à quelques exceptions près, éveille cette sympathie chez les Français. Et pour reprendre un peu une classification traditionnelle que je tiens notamment de Javier Gomez, qui est un chercheur espagnol en matière d'image des pays, d'image internationale, l'Espagne est un pays qui a une image qu'on dirait chaude. Pas seulement à cause du climat et du soleil, mais c'est-à-dire que c'est un pays pour lequel les Français et bien d'autres peuples, notamment en Europe, ont une sympathie parce qu'ils le voient comme un pays accueillant, comme un pays dans lequel ils aiment beaucoup passer leurs vacances, qui a une gastronomie sympathique, les gens sont avenants, etc. En revanche, ce n'est pas un pays, puisque c'est un pays avec une image chaude, c'est pas un pays avec une image froide, c'est-à-dire que les pays avec une image froide, ça peut être par exemple l'Allemagne ou le Royaume-Uni. On vante un peu moins les mérites de la gastronomie britannique ou allemande, on entend un peu moins parler des destinations de rêve allemandes, mais par contre, ça c'est du solide, c'est un pays sérieux, c'est un pays bien pour travailler, pour investir, c'est un pays de science, c'est un pays de recherche, et puis c'est un pays avec une image politique aussi, pour le meilleur et pour le pire. Or, l'Espagne, ce n'est pas en France, naturellement, un pays avec une image politique, c'est-à-dire qu'on a une image très culturelle, très touristique de l'Espagne. Il y a beaucoup de gens qui apprécient sincèrement la culture de l'Espagne, au-delà même des clichés de ce genre, ou de ce genre. Très belle plage du côté d'Almeria, mais c'est pas un pays avec une image très politique. Et d'ailleurs, je pense que la plupart d'entre vous sont venus parce que vous vous êtes dit, finalement, une coopération politique franco-espagnole, pourquoi faire? Vous n'avez pas trop idée, c'est pas quelque chose qui vient naturellement à l'esprit, un axe Paris-Madrid. C'est un état de fait que j'ai constaté à de nombreuses reprises et que je déplore, que je ne suis pas le seul à déplorer, que le gouvernement espagnol déplore depuis des années. Il essaye de faire beaucoup de choses pour changer cela, mais il n'y a pas une image politique, une image de coopération possible entre la France et l'Espagne, au-delà évidemment du commerce qu'on peut avoir d'un pays avec l'autre et de la coopération dans le cadre européen. Alors en théorie, je dis bien en théorie, les dirigeants français et le corps diplomatique français dans sa globalité, pas seulement les ambassadeurs, mais aussi le ministère des Affaires étrangères, tous les gens qui collaborent à la diplomatie française, sont des gens qui ont une formation adéquate, des gens qui ont une certaine instruction, qui ont souvent fait des études supérieures, ou qui en tout cas ont reçu une formation spécifique dans leur domaine, qui ne devraient pas normalement se laisser influencer par ce type de considération, par l'image qu'on peut avoir de l'Espagne en France, qui est une image sympathique, mais qui ne déborde pas de ce cadre. Et pourtant, ce qu'on constate en regardant un petit peu le panorama historique des relations franco-espagnoles depuis un siècle et demi, 2 siècles, c'est qu'en fait le corps diplomatique français et les dirigeants français plus globalement n'ont pas dépassé ce stade. Que c'est sans doute un pays très sympathique mais pas très sérieux et avec lequel on a peu de choses à faire politiquement et diplomatiquement parlant, en dehors d'affaires strictement bilatérales et précises. C'est d'autant plus dommageable, alors c'est d'abord dommageable pour l'Espagne le déplore depuis longtemps, et c'est dommageable aussi pour la France parce que, à notre frontière sud-ouest, nous avons, selon les classements, la 12e ou 13e puissance mondiale, en termes de PIB total, avec quelques très grandes entreprises, par exemple, très grandes multinationales, et avec une population de 46 millions d'habitants, ce qui n'est pas tout à fait rien. À l'échelle du monde, ça peut paraître modeste, mais à l'échelle de l'Europe, c'est déjà le 5e pays le plus peuplé.
Donc en fait, les décideurs politiques et diplomatiques français ne sont pas isolés du contexte français plus général dans la vision qu'on peut avoir de l'Espagne. Et en fait, depuis au moins le 19e siècle, si c'est le 18e siècle, le monde diplomatique et politique français affiche un certain mépris ou une certaine condescendance à l'égard de l'Espagne, j'aurai l'occasion d'y revenir, qui ne favorise pas évidemment cette collaboration. Alors, c'est vrai que la France et l'Espagne ont, au-delà du 19e, au-delà du 18e siècle, si on prend les siècles qui précèdent, un passif historique relativement lourd d'affrontements, alors à l'époque moderne, entre les Habsbourg et les Valois, puis entre les Habsbourg et les Bourbons, au XVIe et au XVIIe siècle, mais aussi au tournant de la Révolution et de l'Empire, avec l'invasion napoléonienne qui en Espagne a été extrêmement mal vécue, et il y en a toujours un souvenir assez aigu, au moins dans les monuments et les bâtiments. Et donc il y a eu des périodes d'affrontement, il y a eu des périodes d'ignorance mutuelle, des périodes de méfiance mutuelle, mais il n'y a jamais eu de période amicale, de collaboration étroite vraiment forte. Ça n'a jamais réellement existé entre la France et l'Espagne, contrairement à d'autres pays européens. Parce que l'Espagne n'est pas un cas isolé, on a fait la guerre à peu près tous les pays européens, peut-être sauf la Pologne éventuellement. Mais avec beaucoup de ces pays, on a essayé d'entretenir une relation étroite, amicale, plus ou moins sincère, mais en tout cas on a essayé de le faire. Pourtant il me semble, donc au-delà des atouts de l'Espagne que j'ai cités, il me semble qu'au moment où l'Union européenne est véritablement remise en cause, à la fois par la crise économique, par la crise institutionnelle qu'elle vit, par le Brexit, par la Hongrie un peu plus récemment, il me semble que l'Espagne et la France pourraient collaborer étroitement pour voir au-delà du cadre européen, non seulement au-delà du cadre de l'Union européenne, mais au-delà du cadre géographique et culturel européen. Un partenariat renforcé entre Madrid et Paris, à mon avis, serait bénéficiable et serait profitable à la fois à la France et à l'Espagne. D'ailleurs, petit lien avec l'actualité si je puis dire, la France est invitée permanent depuis 2010 des sommets ibéro-américains. Les sommets ibéro-américains sont des sommets qui, d'abord tous les ans, puis maintenant tous les 2 ans, réunissent les chefs d'État et de gouvernement des pays de péninsule ibérique et des anciennes colonies portugaises et espagnoles en Amérique. Donc la France est invitée permanent depuis 2010 de ces sommets. Et le prochain sommet ibéro-américain va se tenir ce mois-ci, les 28 et 29 octobre, à Carthagène des Indes, en Colombie. Colombie qui a fait l'actualité récemment. Et je pense que la France, qui est certes déjà invitée permanent, pourrait mieux profiter, pourrait mieux se servir de ces sommets ibéro-américains comme un tremplin vers l'Amérique latine. Sa participation est encore assez timide et faible. Donc c'est un des exemples un petit peu de cette possible coopération entre les deux pays. Donc je vais rentrer un peu dans le vif du sujet, je vais essayer vraiment de me concentrer sur les possibilités de coopération franco-espagnole uniquement dans ce cadre, sortir de l'Europe. Il y aurait des possibilités de coopération strictement bilatérales, nombreuses, mais je vais ne pas en parler aujourd'hui, et je vais essayer de faire un petit peu un tableau très général, forcément dans le temps qui m'est imparti, mais un tableau très général de ces possibilités qui existeraient entre les deux pays. Alors, dans un premier temps, j'ai essayé de faire un plan un peu géographique. Il y avait de multiples façons d'aborder la chose, mais bon. Dans un premier temps, je pense qu'il y a vraiment un grand champ de possibles dans la coopération franco-espagnole au niveau de la Méditerranée, de l'Afrique, notamment de l'Afrique du Nord, mais pas seulement, et du monde arabo-musulman. Alors, je vais rappeler quelques banalités, mais qui me semblent bonnes à rappeler. C'est d'abord que l'Espagne, c'est le pays européen qui est géographiquement le plus proche de l'Afrique. Il y a à peu près 14 km de distance entre l'Espagne et le Maroc au point le plus étroit, qui n'est pas à Gibraltar, mais qui est à Tarifa, donc qui est un point pour le coup proprement espagnol. Et en plus, l'Espagne a un passé commun avec l'Afrique du Nord et le monde arabo-musulman qui est évidemment très étroit. D'abord parce qu'il y a eu une période de présence arabo-musulmane en Espagne et en péninsule ibérique plus largement entre 711 et 1492, c'est-à-dire quasiment 8 siècles. Et puis il y a eu aussi une période de présence coloniale espagnole en Afrique du Nord qui a commencé dès la fin de la Reconquête en 1492, dès les années 1490 et qui s'est renforcée au début du XVIe siècle, dans les années 1520, notamment avec ce qu'on appelait la politique des présides. Les presidios, les présides, ce sont des places fortes qui servaient aussi de bagne en Afrique du Nord.
Et il y a un bagnard espagnol extrêmement célèbre qui s'est retrouvé aux mains des musulmans dans un ancien presidio espagnol à Alger, qui avait été repris donc par les musulmans, qui est Cervantes. Cervantes avait été capturé par les musulmans il y a passé quelques temps. Donc il y a un passé commun entre l'Espagne et l'Afrique du Nord et le monde arabo-musulman. Et ça tombe bien parce que, comme vous le savez tous ici, il y a aussi un passé commun entre la France et l'Afrique du Nord et le monde arabo-musulman. Il y a eu une période coloniale française au XXe siècle au Maroc, en Algérie et en Tunisie. Et au Maroc, il y a également eu une période coloniale espagnole, puisqu'en fait la France et l'Espagne se partageaient le Maroc. Avec la zone principale qui est ici en vert, qui était française, les principales villes. Il y avait la zone du protectorat espagnol en rose au nord, qui excluait la ville de Tanger, qui était une ville internationale, donc la capitale de ce protectorat c'était Tétouan. Puis il y avait toute la zone qu'on voit en rouge ici, qui était le Sahara espagnol, qui est devenu Sahara occidental, avec les petits problèmes qu'on connaît, qui était divisé en 3 grands ensembles, le Rio de Oro, le Cega el Amra et le Cap Juby, et puis un petit port côtier sur l'Atlantique qui était Ifni. La France et l'Espagne ont été obligées de collaborer dans ce cadre, pas toujours facilement, mais en tout cas elles l'ont fait. Donc ça c'est pour voir un petit peu le passé, si vous voulez, très rapidement, faire une synthèse de l'existence d'un passé commun franco-espagnol en Afrique du Nord et plus largement dans le monde arabo-musulman. Alors, à partir de là, qu'est-ce qui serait possible de faire ? On peut envisager beaucoup de coopération étroite entre la France et l'Espagne en Afrique du Nord. J'ai essayé de prendre quelques exemples qui m'ont paru un petit peu frappants ou importants ou vraiment avec un enjeu assez fort. Le premier de ces exemples, ce serait la coopération transfrontalière France-Espagne dans le domaine des interconnexions énergétiques, et notamment pour le pétrole et le gaz. C'est le cas de ce qu'on appelle l'interconnexion MidCat. MidCat, c'est pour Midi-Catalogne, vous l'avez ici en azur un petit peu. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble d'oléoducs et de gazoducs qui doivent être reliés en théorie à la fois au réseau français et au réseau espagnol, lequel réseau espagnol est très relié au réseau de gazoducs et d'oléoducs d'Afrique du Nord, notamment algérien. Alors MidCat, c'est pour Midi-Catalogne, je ne sais pas si je l'ai précisé. Alors, ce projet, il est soutenu à l'heure actuelle par une entreprise espagnole d'énergie qui s'appelle Enagas, une entreprise italienne qui a aussi des participations qui s'appelle le SNAM, et une entreprise française, la TIGF, pardon. À quoi servirait ce gazoduc ? Eh bien, il viserait à assurer un approvisionnement en gaz et en pétrole à l'Europe, sans passer par la Russie et l'Europe de l'Est, puisque l'essentiel du gaz et du pétrole en Europe aujourd'hui arrive depuis la Russie et l'Europe de l'Est. Or, l'Espagne, elle n'est pas du tout connectée à ce réseau est-européen et russe, elle est connectée au réseau africain notamment, pas seulement mais africain. Et l'Union européenne, et pour une fois qu'elle a plutôt une bonne idée, il faut le souligner, l'Union européenne s'est dit, eh bien, puisqu'on a des tensions avec la Russie, il faut absolument favoriser un approvisionnement suffisant qui viendrait d'un autre endroit, qui viendrait d'une autre région du monde. Et ce projet MidCat, en fait, s'insère là-dedans, puisque la péninsule ibérique, elle, est très différente dans son approvisionnement en gaz et en pétrole du reste de l'Europe. Alors, c'est un projet, je le mentionne à la fois comme un projet, entre guillemets, en cours de réalisation et avec de fortes possibilités, d'abord parce que la France n'est pas extrêmement favorable à ce projet. Elle n'est pas extrêmement favorable parce qu'elle devrait investir à peu près 400 millions d'euros pour relier les gazoducs du Levant et de la Catalogne aux gazoducs du Languedoc puis du Rhône. Et on n'est pas exactement dans les périodes de plus grands investissements qu'on ait connus dans notre histoire économique récente. En plus, la France estime qu'elle serait perdante parce qu'il y aurait un afflux notamment de gaz supplémentaire sur le marché français qui risquerait de faire baisser les prix drastiquement et donc de générer des pertes pour l'entreprise qui s'en occupe aujourd'hui, qui est Engie. Alors, c'est vrai que ça comporterait un certain nombre d'inconvénients pour la France et qu'a priori, on se dit qu'il y aurait plus d'avantages pour l'Espagne qui pourrait se connecter au reste du réseau européen. Cela dit, je pense que ça aurait des avantages aussi pour la France. D'abord parce que ça permettrait à la France d'être en première ligne sur ce deuxième approvisionnement, d'avoir une deuxième source pour le pétrole et le gaz, donc d'être plus indépendante autant que faire se peut évidemment dans ce genre de domaine, par rapport aux approvisionnements qui existent déjà, qui viennent de Russie et d'Europe de l'Est. Et ça permettrait aussi de renforcer l'assise de la France et de l'Espagne
comme partenaire énergétique incontournable pour le reste de l'Europe. Sait-on jamais, il peut se passer quelques petites choses avec la Russie, ce que je ne souhaite pas, mais il peut y arriver quelques petites choses. Donc ça pourrait être un élément vraiment qui servirait à renforcer non seulement l'indépendance relative de la France, mais aussi sa capacité à se poser comme un partenaire énergétique incontournable. Évidemment, ça permettrait aussi à l'Espagne et indirectement au Portugal de cesser d'être ce qu'on appelle une île énergétique, puisqu'en fait, ils sont complètement, quasiment coupés du réseau énergétique européen, et aussi du réseau électrique d'ailleurs. La France a fait quelques efforts pour construire des lignes à haute tension entre les deux pays ces dernières années, mais ça reste extrêmement coupé. La frontière pyrénéenne est vraiment une frontière. Pour reprendre la célèbre phrase historique, il y a plus que jamais des Pyrénées en la matière, je crois. Alors, vous avez un autre volet de coopération possible, qui est un volet politico-diplomatique, notamment via l'Union pour la Méditerranée. Alors l'Union pour la Méditerranée, vous en avez peut-être entendu parler, je vais rappeler très brièvement ce que c'est, parce que malheureusement ça vivote aujourd'hui dans un état de semi-léthargie. Donc l'Union pour la Méditerranée, ça a été créé en 2008 sous l'impulsion de notre très cher Nicolas Sarkozy, de Romano Prodi qui était président du Conseil italien à l'époque, et du président du gouvernement espagnol de l'époque, qu'on a un peu oublié aujourd'hui, José Luis Rodríguez Zapatero. Alors l'Union pour la Méditerranée, quel était son objectif avoué, enfin son objectif affiché, pardon. C'était de renforcer la coopération politique, diplomatique, économique, en termes de sécurité militaire, entre tous les pays des trois rives de la Méditerranée, la rive nord, la rive sud, la rive est. Son siège d'ailleurs se trouve au palais de Pedralbes, au palais royal de Pedralbes à Barcelone, d'ailleurs parce que c'est issu de ce qu'on appelle le processus de Barcelone. Et ça me paraît être une union intéressante. Alors évidemment, c'est un outil, donc tout dépend de ce qu'on en fait, mais ça me paraît être une union intéressante, notamment dans le cadre de la coopération franco-espagnole. Parce que la Méditerranée, même si on a un peu moins nos regards tournés vers elle aujourd'hui, parce que c'est le Pacifique maintenant qui nous préoccupe beaucoup, la Méditerranée, ça reste non seulement une zone de civilisation ancienne et très riche, mais c'est aussi une zone où les défis politiques et diplomatiques, et également économiques, sont immenses. L'émigration, et on en sait quelque chose depuis quelques années, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la pauvreté et la lutte pour le développement, le règlement de certains conflits, je pense notamment à ce qui peut se passer aujourd'hui en Libye et en Syrie, même si on a plus contribué à raviver ou à aviver ces conflits qu'à les régler. Et le problème, c'est que, et ça rejoint un petit peu ce que je disais à propos du dépassement du cadre européen, le problème c'est que dans le cadre de l'Union européenne, il a fallu mettre tous les pays de l'Union européenne dans l'Union pour la Méditerranée. C'est-à-dire que les Suédois qui ne connaissent de la Méditerranée que leurs vacances à Marbella ou à Cannes participent à l'Union pour la Méditerranée. Enfin, ils participent mollement puisque c'est une union qui vivote. Et ça a été notamment torpillé par l'Allemagne, tiens donc, qui avait peut-être peur, je ne sais pas, une peur un peu infondée à mon avis, que ça soit une forme de concurrence à l'Union européenne ou que ça attire trop l'attention sur la Méditerranée qui n'est absolument pas sa priorité, puisque elle, sa priorité, c'est plutôt l'Europe centrale et orientale. Donc ce serait l'occasion, si on pouvait par miracle sortir de l'Union européenne, ce serait l'occasion de réactiver un petit peu cette Union pour la Méditerranée, d'en faire vraiment un outil de collaboration entre les trois rives de la Méditerranée, et pourquoi pas via une coopération franco-espagnole un peu plus poussée. L'Espagne n'a pas vraiment attendu la réactivation de l'Union pour la Méditerranée, bon, pas plus que la France, pour avoir un partenariat important avec les deux autres rives de la Méditerranée, notamment en matière, je l'évoquais il y a peu, notamment en matière de lutte contre le terrorisme. L'Espagne a malheureusement un certain passif avec le terrorisme, d'abord le terrorisme de l'ETA, et puis à partir du 11 mars 2004, le terrorisme islamique. Et l'Espagne a conçu son interface méditerranéenne comme un moyen et un outil important pour lutter contre le terrorisme, notamment par la coopération étroite avec le Maroc. Il y a une phrase d'Hassan II, de feu Hassan II, qui avait beaucoup marqué les Espagnols à l'époque. Il avait déclaré ça dans une réunion publique avec des diplomates espagnols. Il avait dit « Vous ne pourrez jamais être tranquille chez vous, vous les Espagnols, si nous ne nous occupons pas du jardin, c'est-à-dire du Maghreb et en particulier du Maroc. » Et ça a tellement marqué les Espagnols qu'ils ont considéré très rapidement que le Maroc allait être un partenaire privilégié de la lutte contre le terrorisme. Et toute la stratégie antiterroriste espagnole est beaucoup axée sur la collaboration et la coopération avec les services secrets marocains. Alors, ça existe aussi entre la France et le Maroc, mais c'est beaucoup plus poussé entre Madrid et Rabat, à tel point d'ailleurs que
C'est une des raisons qui a fait que la stratégie antiterroriste espagnole a été saluée au niveau international comme une des meilleures stratégies antiterroristes qui existent. Alors, c'est pas la seule raison à la coopération avec le Maroc, mais ça explique en partie la réussite de cette stratégie. Donc, ce dialogue méditerranéen dont je parlais. Et donc l'Espagne a constitué des réseaux très importants au Maroc dans ce domaine, et la France pourrait aussi profiter du savoir-faire et des réseaux espagnols en Afrique du Nord et en particulier au Maroc. D'ailleurs, ces réseaux passent non seulement par l'Espagne continentale, mais aussi par un des principaux atouts géographiques et géopolitiques de l'Espagne, qui sont les Canaries. Les Canaries, comme je rappelle, c'est situé sur la plaque tectonique de l'Afrique, et les Canaries sont situées bien plus proches des côtes du Maroc que des côtes de l'Espagne. Or, les Canaries sont utilisées par l'Espagne depuis plusieurs décennies comme une interface privilégiée dans les relations avec l'Afrique du Nord et le monde arabo-musulman, et elle sert notamment de plaque tournante pour tout ce qui est la logistique de l'Espagne à l'égard de l'Afrique. Et c'est tellement intéressant que d'ailleurs il y a des ONG internationales ou même des organisations internationales dépendantes de l'ONU comme la FAO, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, qui se servent des Canaries comme base arrière pour l'approvisionnement en nourriture, par exemple, de zones touchées par des crises humanitaires, ou l'approvisionnement en médicaments de zones en conflit situées en Afrique, et dans toute l'Afrique, pas seulement en Afrique du Nord. Et donc je pense que la France pourrait là aussi vraiment, par une collaboration accrue et étroite avec l'Espagne, obtenir des partenariats pour se placer aux îles Canaries, peut-être éventuellement avec une base militaire, mais pas seulement, et avoir une projection supplémentaire sur l'Afrique du Nord et le reste de l'Afrique. D'ailleurs, aux Canaries se situe ce qu'on appelle, alors ce qu'ils appelaient en Espagne, la Maison de l'Afrique, qui est un point de rencontre assez important entre les dirigeants et le monde diplomatique, culturel, économique espagnol, et les dirigeants et le monde diplomatique, culturel, économique africain. C'est un vrai lieu de rencontre extrêmement intéressant, et la France aurait tout intérêt à participer de façon beaucoup plus étroite aux rencontres qui s'y déroulent. Alors, parmi les initiatives, à mon avis, à l'égard de la Méditerranée, de l'Afrique du Nord, du monde arabo-musulman et plus largement du monde entier, qui avait été lancée par l'Espagne et à laquelle la France pourrait participer plus étroitement, il y a l'Alliance des civilisations. Alors là, on marche un petit peu en terrain miné, je vais vous expliquer pourquoi. L'Alliance des civilisations, qu'est-ce que c'est ? Ça avait été créé sur l'idée de José Luis Rodríguez Zapatero, toujours lui, lors de la 59e Assemblée Générale de l'ONU, le 21 septembre 2004. Il avait décidé de créer cette alliance des civilisations comme contrepoint, on comprend très rapidement, à l'affrontement des civilisations, au clash des civilisations. Son idée, c'était de rapprocher notamment le monde occidental au sens large du terme et le monde arabo-musulman. C'était à l'époque une des principales propositions diplomatiques espagnoles d'envergure, il n'y en a pas eu beaucoup depuis, donc on peut au moins la citer. Pour Zapatero, il y avait aussi une visée politique, il s'agissait de prendre le contre-pied parfait de ce qu'avait fait son prédécesseur à la tête du gouvernement espagnol, José María Aznar, qui avait engagé le pays dans la guerre en Irak, avec l'opposition politique et surtout sociale qu'on connaît. Et à l'époque, ça a eu un certain retentissement, parce que ça avait été soutenu, entre autres, par le charmant monsieur qu'on voit au milieu, Recep Tayyip Erdogan, ainsi que par un certain nombre de pays d'Europe, notamment de l'ancien bloc de l'Est, mais aussi d'Amérique latine, d'Asie et d'Afrique. Alors, l'initiative, elle vivote très largement aujourd'hui, en partie parce que les attentats terroristes qui se sont succédés depuis ont mis du plomb dans l'aile à cette idée d'alliance des civilisations, notamment avec les pays arabo-musulmans. C'est une alliance qui avait été c'est une initiative qui avait été extrêmement critiquée en Espagne, notamment par la droite, notamment parce que la droite accusait Zapatero d'avoir des arrière-pensées de politique intérieure, de se présenter comme un homme de paix qui tend des ponts entre les différents pays. Donc ça avait été beaucoup critiqué. Certaines de ces critiques d'ailleurs étaient assez justifiées, mais je pense que ça pourrait être un instrument de collaboration commune. Il n'y a pas que la France et l'Espagne dans cette alliance des civilisations, mais ça pourrait être un instrument de collaboration commune extrêmement intéressant. Sachant qu'évidemment il ne s'agit pas de faire ce que les Espagnols appellent du buenismo, c'est-à-dire de l'angélisme, et de dire on est tous frères dans la grande communauté mondiale et on se tient tous par la main en faisant une petite ronde, mais d'en faire un instrument de coopération politique au sens fort et dur du terme. Alors, les relations entre la France et le Maghreb, en particulier le Maroc, sont importantes, je l'ai dit. Elles sont extrêmement importantes, je l'ai dit aussi, entre l'Espagne et le Maroc.
Et d'ailleurs, elles sont encore plus fortes au plus haut niveau, puisque les deux monarchies, la monarchie marocaine et la monarchie espagnole, sont très liées, alors à la fois personnellement. Juan Carlos était un ami personnel d'Hassan II, et Philippe VI et Mohamed VI, ils ont le même numéro, ça tombe bien, s'entendent même très bien. Et ça peut nous paraître un petit peu folklorique ou anecdotique, surtout dans le cas de l'Espagne, mais la très bonne entente entre les Bourbons et les Alaouites a permis de régler et de désamorcer un certain nombre de situations problématiques, parfois avec des scandales un peu à la clé, mais ça c'est pas l'objet de ma conférence. Mais il y a vraiment des choses diplomatiques, non pas qui se décident puisqu'il faut un aval parlementaire notamment en Espagne, mais qui s'amorcent ou qui se débloquent au plus haut niveau de collaboration. Bien plus encore qu'entre Mohamed VI et nos présidents de la République actuelle, en tout cas au moins depuis Sarkozy. D'ailleurs ça c'était une magnifique photo, c'est mon côté point de vue image du monde. C'était la première visite que le couple royal espagnol avait réservée à un pays non européen, il l'avait fait au Maroc, c'est pas un hasard quand même. C'était en 2014. Au Maroc, la France reste un des premiers investisseurs étrangers, mais depuis 2012, ce qu'on sait assez peu en France, c'est que l'Espagne est le premier partenaire commercial du Maroc. Ça a beaucoup fait jaser dans les milieux autorisés, qui s'autorisent eux-mêmes, parce que c'est une nouveauté totale. Jusqu'à présent, c'est toujours la France qui avait entretenu les liens commerciaux les plus forts et les plus importants avec le Maroc. Et depuis 2012, et ça n'a pas changé depuis, c'est l'Espagne. Donc on peut estimer qu'il y a une forme de concurrence commerciale et économique entre les deux pays, ce qui est vrai. Mais on peut aussi estimer qu'il y a des possibilités de collaboration, puisque les deux pays ont plus qu'un pied de l'autre côté du détroit de Gibraltar, au Maroc, des possibilités de collaboration économique, dans le domaine privé, mais aussi dans le domaine public. Par exemple, dans le domaine des transports, dans le domaine des travaux publics, dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, des secteurs où l'Espagne est extrêmement bien placée, puisque par l'économie, l'Espagne montre notamment, et là j'ai un sourire en coin, la personne se reconnaîtra, qu'elle est extrêmement bonne, ou en tout cas beaucoup plus performante que ce qu'on pense dans le domaine du réseau. Voilà, je n'en dis pas plus. Alors, cette interface méditerranéenne dont je parle, elle n'est pas qu'une interface vers le monde arabo-musulman, vers la Turquie. Elle est aussi une interface vers tout le reste de l'Afrique. D'abord parce que la France a l'essentiel de ses anciennes colonies en Afrique, et notamment en Afrique sahélienne ou subsaharienne, mais aussi parce que l'Espagne, alors c'est une toute petite colonie qui nous semble peu importante, qui est la Guinée équatoriale, une ancienne colonie, lapsus à demi révélateur, mais parce que l'Espagne est bien placée, elle est beaucoup mieux placée que ce qu'on peut penser en Afrique subsaharienne. Alors la Guinée équatoriale, son unique ancienne colonie en Afrique subsaharienne, c'est un petit pays par la population et par la taille, par contre c'est un pays extrêmement important par le pétrole. Les relations entre l'Espagne et la Guinée équatoriale ne sont pas toujours excellentissimes, avec le grand démocrate dont le nom m'échappe, ça y est, Teodoro Obiang, président à vie, mais elles existent et elles sont assez intenses. Mais l'Espagne est aussi extrêmement bien placée dans des colonies portugaises, par exemple en Angola. L'Espagne a mis plus qu'un pied en Angola après la fin de la guerre civile angolaise en 2002, notamment en matière économique, et elle estimait déjà à partir de 2003-2004 que l'Angola était un pays tellement important, notamment pour les ressources économiques, minières et pétrolières qu'il a, qu'elle avait décidé en quelques années de lui faire 2 prêts économiques, 2 prêts bancaires à taux zéro. Une première fois en 2003 sur l'initiative de José María Aznar, qui est encore président du gouvernement, et une autre fois en 2009 sur l'initiative de José Luis Rodríguez Zapatero. Mais l'Espagne a aussi un pied politique dans certaines anciennes colonies françaises, notamment au Sénégal et en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a une importante, voire très importante communauté sénégalaise et ivoirienne en Espagne. D'ailleurs, l'espagnol est une des premières langues apprises au Sénégal et en Côte d'Ivoire, ce qu'on sait généralement peu. Et donc les relations aujourd'hui avec Macky Sall et avec le président ivoirien, le charmant dont le nom m'échappe, ça va me revenir plus tard, sont assez importantes. Alassane Ouattara, voilà. Donc il y a tout un ensemble de coopérations et de collaborations en matière économique, politique, diplomatique qui sont possibles. J'ai esquissé tout ça. Évidemment, on pourrait beaucoup approfondir, mais c'était pour vous donner un aperçu
dans ce monde arabo-musulman, dans le bassin méditerranéen et plus largement en Afrique. Alors maintenant, je vais évoquer ce qui est un autre gros morceau, à mon avis, de la possible coopération franco-espagnole accrue, que j'appelle de mes voeux, n'est-ce pas? J'ai intitulé très sobrement cette partie « Vers l'Amérique et au-delà ». Ça fait un peu buzz l'éclair, mais bon. Alors, je ne vais pas vous apprendre que l'Espagne est liée, pour le pire comme pour le meilleur, historiquement à l'Amérique latine, puisque l'essentiel des anciens pays, des pays actuels d'Amérique latine, sont d'anciennes colonies espagnoles, qu'il y a de très nombreux émigrés latino-américains en Espagne. On estime à peu près qu'il y a 300 000 latino-américains installés en Espagne, sans compter les latino-américains qui ont été naturalisés. Donc on serait sans doute plus proche de 600 000, a priori. Ils ont été naturalisés pour l'essentiel de cette dernière décennie, et il existe d'ailleurs pour eux des facilités pour obtenir la nationalité espagnole ou la double nationalité espagnole et de leur pays d'origine. Alors, il y a ces liens historiques, et puis il y a des liens un peu plus récents. À partir des années 80 et 90, l'Espagne, à travers, c'est intéressant, le monde privé, le monde de l'entreprise privée des multinationales, s'est massivement tourné vers l'Amérique latine. Et l'Espagne est vraiment un des premiers pays européens à avoir considéré que l'Amérique latine était un immense pôle économique en devenir, et qu'il était très intéressant d'y faire des affaires. Évidemment, en partie pour son bénéfice propre, mais on peut dire quand même que l'Espagne a cru à l'Amérique latine à un moment, dans les années 80 notamment, où personne ne croyait à l'Amérique latine, parce que l'Amérique latine était prise dans une série de crises de la dette, qui ont duré avec l'Argentine jusqu'au début des années 2000. Par exemple, la banque espagnole BBVA, que certains d'entre vous connaissent par la première ligue espagnole, a été une des premières multinationales espagnoles à s'implanter sur place, et aujourd'hui c'est vraiment un des navires amiraux de l'Espagne sur place. Je préférerais que ce soit un navire amiral public, mais enfin on fait ce qu'on peut. Pour avoir quelques chiffres, de 93 à 2000, il y a à peu près 45% des investissements directs à l'étranger de l'Espagne qui sont partis en Amérique latine, quasiment la moitié. C'est dire si l'Amérique latine est un des points centraux de l'Espagne dans sa projection économique et indirectement donc diplomatique. En 2011, il n'y avait qu'un seul pays au monde qui avait plus de stocks d'investissement que l'Espagne en Amérique latine, c'était les États-Unis. Ils avaient 18% des investissements totaux réalisés aux États-Unis et l'Espagne 14%. Et en 2014, pour continuer dans les chiffres, l'Espagne elle expliquait encore à elle seule 10% des investissements en Amérique latine. Il faut se rendre compte que c'est énormissime à l'échelle mondiale pour un pays de 46 millions d'habitants. Il faut faire face aux États-Unis qui en ont 320 millions, à la Chine qui en a 1,3 milliard. Alors il y a des firmes, des multinationales espagnoles extrêmement importantes qui se sont implantées en Amérique latine et qui ont d'ailleurs bien réussi, comme Telefónica par exemple, qui est le grand opérateur téléphonique historique de l'Espagne, qui est devenu, à titre d'exemple, le premier opérateur téléphonique au Brésil, rien de moins, ou bien Santander, qui est la principale banque d'Europe par la cotation boursière, et qui est une des principales banques aussi de l'ensemble du continent américain. La diplomatie espagnole en a indirectement profité, ça a été beaucoup reproché à l'Espagne par les pays latino-américains ensuite, d'abord pour des raisons sociales, d'exploitation des travailleurs sur place, des raisons environnementales, mais aussi des raisons politiques. Beaucoup de pays latino-américains et de gouvernements comme celui de Hugo Chávez ou d'Evo Morales ou de Rafael Correa ont reproché à l'Espagne de s'être servie des multinationales pour se servir elle-même d'abord, ce que font tous les pays au monde, hein. Mais malgré tout, c'est un atout réel et qui existe toujours. Alors, quel rapport avec la France? J'allais venir. Tous les entrepreneurs français qui ont voulu faire des affaires avec l'Amérique latine, ils le disent tous quasiment, il faut s'installer en Espagne. Il faut commencer par s'installer en Espagne parce que c'est un point de projection quasi indispensable vers l'Amérique latine. D'abord, il a été beaucoup plus facile pour les entreprises françaises, quelle que soit leur taille, que ce soit les multinationales ou les PME, de faire du business avec l'Amérique latine, pardon pour l'anglicisme, de faire du negocio, d'abord pour des raisons linguistiques, mais aussi pour des raisons professionnelles, parce que Madrid est très connecté avec le monde des affaires latino-américains. Par exemple, Madrid accueille, ce qu'on sait très peu, le deuxième indice boursier latino-américain. Le premier il se trouve à Sao Paulo, et le deuxième se trouve à Madrid, les grandes entreprises latino-américaines qui sont cotées en bourse à Madrid. Les Espagnols ont aussi une longue tradition, du coup,
enfin longue à l'échelle de notre temps, une longue tradition de commerce et d'affaires avec les latino-américains, ils savent comment ça se passe. Aussi pour des raisons logistiques, puisque par exemple l'aéroport de Madrid, le grand aéroport Adolfo Suárez, qui se trouve à Barajas, est très connecté avec l'Amérique latine, c'est un des principaux aéroports européens pour les vols avec l'Amérique latine. Donc la France pourrait, à mon avis, si elle avait une stratégie un peu ambitieuse de ce côté-là et une volonté de se rapprocher de l'Espagne, elle pourrait en profiter pour bénéficier de l'assise économico-diplomatique de l'Espagne en Amérique latine, afin de renforcer ses positions. La France est évidemment déjà implantée en Amérique latine, mais ce serait l'occasion pour elle d'y mettre un pied supplémentaire. On en a que 2, donc ça va aller assez vite. Je ne cache évidemment pas, et c'est un peu ce que j'ai dit déjà sur les relations avec les multinationales, que les relations entre l'Espagne et l'Amérique latine passent par des moments de haut et par des moments de bas, et qu'on est plutôt, faut être honnête, dans un moment de bas aujourd'hui. Mais ça, c'est le lot commun de toutes les anciennes métropoles avec leurs anciennes colonies. Il y a des contentieux historiques, des malentendus, des accusations parfois justifiées, parfois injustifiées de néocolonialisme. Il n'empêche que l'Espagne est un partenaire indispensable de la France et plus largement de l'Europe pour l'Amérique latine. Il y a quelques années, Carlos Westendorp, qui est un nom allemand mais qui avait été ministre des Affaires étrangères espagnol de 1995 à 1996, qui avait fait bouche-trou après le départ du bien-aimé Javier Solana, donc Carlos Westendorp avait dit que lorsque l'Espagne avait adhéré à la CEE, à la Communauté économique européenne en 1986, l'Europe avait découvert l'Amérique latine. Et c'est en grande partie vrai, puisque avant que l'Espagne n'essaye de se concevoir comme un point de rencontre entre les institutions européennes, les pays européens d'un côté et les pays d'Amérique latine de l'autre, les relations entre l'Europe, les relations politiques et diplomatiques entre l'Europe et l'Amérique latine étaient beaucoup plus faibles. D'ailleurs, Madrid a très souvent servi de point de rencontre, de point nodal entre des dirigeants européens, que ce soit communautaires ou nationaux, et des dirigeants latino-américains, dans le cadre de négociations multilatérales. Madrid fait sans cesse pression auprès des institutions européennes pour qu'il y ait plus d'accords de libre-échange entre l'Union européenne et l'Amérique latine, parce que pour elle, évidemment, c'est tout bénef, elle est déjà placée sur place. Et il y a eu effectivement de toute façon la signature d'accords de libre-échange entre l'Union européenne et l'Amérique latine, par exemple avec la Colombie ou le Pérou. Qu'est-ce que la France pourrait offrir en échange, si j'ose dire, échange de bons procédés, à l'Espagne, si l'Espagne aidait la France en la matière? Eh bien, des assises, des points d'ancrage en Afrique. L'Espagne en a déjà, je le disais, mais beaucoup plus de points d'ancrage, notamment en Afrique subsaharienne. Ça pourrait être un échange gagnant-gagnant. D'un point de vue culturel, magie, d'un point de vue culturel et linguistique, à mon avis, la collaboration franco-espagnole a aussi tout à gagner. Enfin, la France a tout à gagner d'une collaboration avec l'Espagne beaucoup plus étroite. L'espagnol aujourd'hui, c'est la deuxième langue maternelle au monde, avec à peu près 500 millions de locuteurs natifs. Bon, les chiffres varient, mais 500 millions, c'est ce qui ressort le plus souvent. Derrière le mandarin, c'est la principale langue maternelle. Et en fait, l'espagnol tend à devenir la langue d'intercompréhension de toute l'Amérique, puisque ça devient aussi la langue d'une très forte minorité aux États-Unis, et la première langue vivante enseignée de façon obligatoire dans le système éducatif brésilien. Donc en fait, l'espagnol tend à s'imposer comme une langue d'intercompréhension pour l'ensemble du continent américain. D'ailleurs, je note à cet égard que, une fois n'est pas coutume, la France pourrait s'inspirer des bonnes choses que fait l'Espagne en matière linguistique, puisque l'Espagne défend ardemment l'espagnol, au travers de différents organismes, par exemple l'Institut Cervantes, au travers des congrès internationaux de la langue espagnole, dont la dernière édition s'est tenue cette année d'ailleurs à Porto Rico, et au-delà, avec des événements culturels, avec des événements politiques, qui sont censés souder la communauté des pays de langue hispanophone, ce qu'on appelle l'hispanité. Il me semble qu'un échange de bons procédés entre la France et l'Espagne serait intéressant de ce point de vue-là, notamment pour lutter contre l'hégémonie et l'extension de l'anglais au niveau international. La francophonie, alors là c'est l'hispanité, et la francophonie, au niveau international, ça pèse entre guillemets à peu près 800 millions de locuteurs. À peu près 500 millions pour l'espagnol, à peu près 300 millions pour le français. Là aussi, je sais que les chiffres sont sujets à contestation, mais on va dire 800 millions. Donc ce sera un moyen pour les institutions politiques et culturelles françaises et espagnoles d'organiser véritablement une collaboration qui viserait à tirer parti de ce poids démographique, mais aussi de ce poids
culturel et même de ce poids politique et économique, par exemple les latinos aux États-Unis, je vais y revenir, pour lutter contre le tout anglais. Il faudrait que la France en ait envie, évidemment, et j'ai pas l'impression que la France ait beaucoup envie dernièrement de lutter contre le tout anglais, mais bon. Alors, j'ai intitulé un petit peu cette partie vers l'Amérique latine et au-delà, parce que, au-delà de l'Amérique latine, il me semble que la France pourrait bénéficier des connexions espagnoles, des connexions que l'Espagne tente de créer avec d'autres parties du globe. Alors, j'ai parlé des États-Unis d'Amérique, dont la population hispanophone aujourd'hui est estimée, là c'est aussi sur ce sujet à contestation, mais à peu près à 50 millions de personnes. 50 millions de personnes, ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui parlent espagnol aux États-Unis qu'en Espagne. L'Espagne a 46 millions d'habitants. L'Espagne d'ailleurs a compris assez tôt l'intérêt d'une communauté hispanophone aux États-Unis et elle essaye d'accroître son influence culturelle, économique et politique aux États-Unis à travers les latinos et les hispanophones. Avec plus ou moins de succès, mais avec quelques initiatives heureuses. Et quand il y a une visite officielle, que ce soit du président du gouvernement ou du couple royal aux États-Unis, il ne manque jamais de visiter la communauté latino du coin. Jamais. Et souvent, ils n'ont pas beaucoup de mal parce que c'est soit à New York, soit en Floride, soit en Californie. Floride, là, c'est le top du top de l'antigastrisme. Mais au-delà de l'Amérique en général, on a aussi le bassin pacifique. Le bassin pacifique présente en fait aujourd'hui une assez belle continuité de pays hispanophones, puisqu'on a les États de la côte ouest américaine, et notamment la Californie, où il y a une forte proportion d'hispanophones et de latinos, et on descend gentiment avec le Mexique, les pays d'Amérique centrale, la Colombie, l'Équateur, le Pérou, le Chili. Il y a plus de continuité hispanophone sur le Pacifique que sur l'Atlantique en réalité, puisqu'on a toute la zone de la Guyana, de la Guyane, du Suriname et du Brésil. Ce qui est intéressant, c'est que les pays latino-américains eux-mêmes ont bien compris tout le parti qu'ils avaient à tirer justement de leur interface pacifique, et ils ont créé ce qu'on appelle l'Alliance du Pacifique, qui regroupe aujourd'hui 4 pays, le Mexique, la Colombie, le Pérou et le Chili, qui sont tous les 4 signalés en vert ici. C'est ce qu'on appelle couramment les pumas d'Amérique latine, comme on avait les tigres asiatiques. Espérons pour les pumas qu'ils n'aient pas les crises que les tigres ont eu à subir. L'Espagne avait vraiment bien compris dès l'origine l'intérêt et l'importance de cette projection pacifique des pays latino-américains et a tout de suite sauté sur l'occasion quand l'Alliance du Pacifique s'est créée donc dans ces pays d'Amérique latine pour en devenir un des premiers observateurs, un des premiers pays observateurs. Sachant que cette alliance est amenée à se renforcer puisque le Costa Rica, le Panama et l'Uruguay, bon l'Uruguay j'ai un peu plus de mal à comprendre parce qu'il y a une façade sur l'Atlantique, mais bon, le Costa Rica, le Panama et l'Uruguay sont des pays candidats officiellement. Alors pourquoi développer à tout prix cette projection sur le Pacifique ? Parce que le Pacifique, c'est l'océan de demain, je ne vous l'apprendrai pas, ça va être le principal, et c'est déjà le principal océan pour les échanges commerciaux, pour la navigation. Ça va prendre un poids politique considérable dans la lutte d'influence entre les États-Unis et la Chine. On a quand même des poids lourds dans la région, la Chine, le Japon, dans un peu une moindre mesure, mais quand même la Corée du Sud et Taïwan. Donc l'Espagne comprend bien que là, il y a une carte à jouer pour elle. Et elle a essayé, à travers cette interface un peu pacifique, de développer un concept de triangulation entre l'Europe, où elle se situe géographiquement, l'Amérique latine, où elle est bien implantée, et l'Asie. Donc vis-à-vis des pays importants que j'ai déjà cités, mais aussi vers les Philippines, pays qui est un petit peu particulier pour l'Espagne, puisque c'est une ancienne colonie espagnole, qu'elle essaye d'y récupérer le rôle historique qu'elle a pu y jouer, puisque après 1898 et la perte des Philippines, les Philippines sont devenues jusqu'en 1946 une semi-colonie, voire une colonie américaine tout court, et les Américains y ont éradiqué non seulement la population, mais aussi l'espagnol. Et donc l'Espagne aujourd'hui a une politique très active vis-à-vis des Philippines de réimplantation de l'espagnol, qui marche plutôt pas mal d'ailleurs, aussi parce que les Philippines se disent, chouette, il y a des pays hispanophones là, avec lesquels on peut faire du commerce. Alors, ce principe de triangulation entre l'Europe, l'Amérique latine et l'Asie donne aujourd'hui des résultats mitigés. Pour ne rien vous cacher, d'abord parce que les pays d'Amérique latine ne comprennent pas toujours ce que vient faire l'Espagne dans leur relation avec l'Asie. Ils disent, nous on a une façade sur le Pacifique, on n'a pas besoin de l'Espagne pour avoir une relation avec l'Asie. Et puis aussi parce que l'Espagne ne passe pas, et vous le savez, par sa meilleure période économique et politique, et que donc du coup, elle peut consacrer beaucoup moins d'argent à ce type d'initiative, et elle se recentre sur l'Europe et la Méditerranée.
Mais malgré tout, elle essaye de jouer sa carte dans la région. D'ailleurs, je note que la France est également observatrice de l'Alliance pour le Pacifique. Elle est entrée comme observatrice en 2013, un an après l'Espagne. Et je pense que véritablement une coopération franco-espagnole en la matière serait extrêmement fructueuse. Alors, pour conclure ce très bref panorama que j'ai voulu synthétique à dessein, je dirais deux choses. La première, c'est qu'il y a vraiment de belles perspectives, à mon avis, de collaboration franco-espagnole. Il y a un champ des possibles qui est énorme. J'ai cité quelques exemples phares, mais à mon avis, il y en a encore d'autres. Et que cette alliance avec l'Espagne aiderait la France, ce ne serait pas le seul facteur, ni le seul pays, mais ça aiderait la France à s'ouvrir à ce que De Gaulle, je cite De Gaulle sans être gaulliste moi-même, appelait le vaste monde. Ça aiderait la France à ne plus se laisser enfermer dans un continent, l'Europe, dont l'avenir est relativement incertain, que ce soit d'un point de vue politique, économique ou démographique. Mais parce qu'il y a à mon avis un gros mais, un mais de taille immense, gigantesque, je ne sais même pas quel adjectif utiliser pour ça, et j'ai déjà un peu esquissé ça au travers de plusieurs exemples, c'est que il faudrait que les dirigeants et élites des deux pays en prennent véritablement conscience. Et quand je dis les dirigeants et élites des deux pays, je veux surtout dire les dirigeants et élites de la France. Soyons clairs sur le sujet. Non, l'Espagne n'est pas qu'une excroissance vaguement située au sud-ouest de l'Europe et dont on n'a un peu rien à faire. C'est un pays avec lequel, à défaut d'avoir une amitié, on pourrait en tout cas avoir un partenariat et une collaboration extrêmement intéressants pour nous, puisque finalement c'est malheureusement à mon avis, mais c'est l'intérêt personnel et national qui guide parfois un peu trop les pays. Mais en tout cas, ça serait très intéressant pour la France, mais il faudra un cheminement immensissime, tremendo, comme diraient les Espagnols, de la France et des élites françaises pour parvenir à cette prise de conscience. Je ne sais pas quel peut être le déclic, en toute honnêteté, je n'en sais strictement rien. Je suis relativement pessimiste à ce sujet. Je pense que les élites françaises sont malheureusement trop obnubilés par certaines directions et certains pays pour considérer l'Espagne comme un partenaire important possible. Mais en tout cas, c'est une possibilité qu'à mon avis, les dirigeants français devraient explorer au plus vite. Parce que je pense que l'Espagne, au-delà de tous les problèmes qu'elle a aujourd'hui, de tous les défis qui lui sont posés, a des atouts, que j'ai un peu esquissés ici, et que ce serait dommage pour nous de ne pas les voir. Voilà, je vous remercie.